2015, on doit dire à peu près des versions nouvelles, ES6, ES7, E8. Et donc chaque année, une nouvelle version sortait. De ES12 maintenant en 2021. Alors, quand on dit chaque année une nouvelle version qui sort, ça veut dire que peut-être que vos navigateurs ne vont pas intégrer les toutes dernières technologies du langage ECMAScript. Il vaut mieux rester sur un standard qui a déjà pas mal eu le temps de s'adapter. Donc, le ECMAScript 2015, ça fait 6 ans. Tous les navigateurs maintenant supportent ES6. OK ? Oui. Donc, pendant des années, quand je donnais ce cours de JavaScript, on était à JavaScript 1.8. Et on rigolait parce que ça se donnait en une année, c'était facile, on avait tout vu. C'était tellement petit. Ça n'avançait pas, quoi, ça n'évoluait pas. PHP avançait petit à petit, nouvelle version. Et lui restait toujours stagnant, 1.8. Et puis vous avez vu que juillet 2010, 2012 ça commence à bouger un petit peu, mais il faut attendre 2015 pour avoir vraiment une version nouvelle qui a été nommée ES6. Et puis le projet ECMAScript Next, c'est tous les futurs JavaScript qui vont sortir à partir de 2015, regroupant pour chaque année ES l'année en question, la version en question. Et chaque fois un chiffre de plus. ES 2016, c'est ES7. Faites plus un. Rien que pour nous embêter. et puis, après, ça ne marche plus avec le comptage ici. 2021, c'est ES12. Donc voilà un petit tableau voilà, dans les navigateurs qu'on avait en 96, ces navigateurs-là qui avaient adopté JavaScript. Et puis après, disparition de tel ou tel navigateur, Netscape Navigator disparaît, Firefox apparaît, etc. JS, il y a un J majuscule, il y a un S majuscule. JavaScript, ce n'est pas du tout Java. Il ne faut pas confondre. Java est un langage de programmation multipurpose, comme on dit, qui sert à différents types d'applications. Une application web, on peut faire des sites web en Java, mais pas que. On peut faire des applications pour le bureau, comme un traitement de texte ou quoi. On peut faire des applications pour les systèmes embarqués, pour les objets connectés, applications réseau, ça va dans tous les sens. Okay, on peut faire des jeux vidéo en Java. JavaScript, c'est pour le web uniquement. Ça change. Depuis qu'il commence à se développer, JavaScript peut aussi être utilisé non pas seulement en front-end, mais aussi en back-end. Donc, du coup, JavaScript devient un concurrent de PHP. Okay. C'est ce qu'on appelle Node.js, qui est la version ECMAScript côté serveur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez faire un site entier avec uniquement 3 langages. Vous les connaissez, HTML, CSS, JavaScript. À la fois le back, accéder aux bases de données, créer des fichiers, manipuler les fichiers, et le front, présenter les résultats à la page. C'est sympa, ça réduit le nombre de choses à apprendre si on veut devenir web développeur. Après, il faut voir, évidemment, est-ce que c'est plus facile de programmer en JavaScript qu'en PHP? Bon, j'ai déjà tranché, non. Bon, j'ai déjà tranché. J'adore JavaScript. Avant, je préférais PHP. J'aimais moins JavaScript. Puis j'ai commencé à adorer JavaScript. Mais c'est plus facile de programmer en PHP côté serveur. C'est plus performant, Node.js. Node.js a une performance là qui rivalise avec PHP. Attention, PHP, il réagit. PHP 8 vient de sortir. Et à chaque changement de numéro de version, on a le moteur qui réécrit pour être encore plus performant, plus rapide. Donc, il y a une bataille qui se joue là. Mais au niveau de courbe d'apprentissage, développer un script PHP, c'est très facile. Commencer à programmer Node.js, il y a plein de trucs là. Il faut avoir son cours de réseau. On en reparlera. Ça va? Juste pour vous donner un petit peu une idée comme ça. C'est pas impossible, mais c'est moins évident, je dirais. Node.js. On retrouve JavaScript dans plein d'environnements, les navigateurs, mais également des logiciels gestion de base de données comme Apache CoachDB. C'est un langage qui est un langage à objets. C'est-à-dire qu'on va manipuler des objets. Nos variables sont des objets.
Un objet, c'est une variable qui contient plusieurs informations. Les variables qu'on avait vues en base de programmation, c'était juste un emplacement pour une info. Le nom du projet, la superficie, si oui ou non il est accepté. Chaque fois, une info, pas plus. On va voir aussi dans ce cours qu'on va manipuler des tableaux qui sont des objets. Et les tableaux, ce sont des variables, on peut mettre plusieurs informations. La liste des produits qu'il a achetés. Donc pas un seul produit, mais plusieurs produits. Mais là, le tableau, il contient le même type d'information. Okay. L'objet, en général, peut contenir différentes sortes d'informations. Je peux avoir un objet membre. Le membre, qu'est-ce qu'il le représente? C'est son pseudo, sa date de naissance, je sais pas moi, son adresse email, etc. Donc, il y a plusieurs informations dans une seule variable. C'est un objet. Donc, JavaScript manipule des objets. On pourrait parler de programmation orientée objet, mais ce n'est pas exactement ça. C'est programmation orientée prototype en JavaScript. La différence, on aura le temps de voir un petit peu cette différence, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous bloquer, parce que JavaScript ES6 va essayer de faire exactement comme, pas tout à fait, il n'y arrive pas tout à fait, mais comme la programmation orientée objet. Ce qu'on apprendra en PHP en deuxième, on l'apprend déjà en JavaScript en première. Comment manipuler des objets, comment créer des classes et les instancier. On peut programmer en orienté objet, mais pas seulement. En JavaScript, on peut programmer également avec un autre paradigme, une autre façon de programmer, c'est-à-dire en programmation fonctionnelle, basée sur des fonctions. L'importance des fonctions en JavaScript est fondamentale. En base de programmation, je vous ai dit, bon, ok, ça ne sera pas matière d'examen, donc vous écoutiez d'une oreille, ça sortait de l'autre. Ici, c'est central, c'est fondamental. Vous devez maîtriser les fonctions. Si vous voulez progresser en JS et aller encore plus loin, vous devez les aimer. Vraiment. Ce qu'on va voir en fonction dans les premiers cours, c'est facile. Vous allez un peu transpirer, mais c'est facile. Mais concrètement, c'est facile. Après, il y a des notions, des fonctions qu'on appelle les clausures. Rien que ce nom me donne la chair de poule, moi. Hein, on se sent enfermé comme ça dans une clôture. Et ben, les closures, c'est un peu plus complexe. Le binding, c'est un peu plus... Ça va un peu vous casser la tête. Donc, ok, les fonctions, c'est fondamental. N'ayez pas peur de ce qu'on va voir dans les fonctions au début. Prenez le temps de le digérer. Et digérez-le vraiment, ne laissez rien de côté. Parce que ce qui va venir vers la fin de l'année sera plus difficile. Et si vous avez du mal à digérer, c'est pas grave. On a encore le temps de la deuxième. Ça marche? On a compris le truc, hein? Les bases qu'on va voir au début, on les maîtrise. Ok. Alors, c'est quoi apprendre JavaScript? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, d'abord, il y a le standard, hein, les bases. ECMA 262 tel qu'il a été inventé au début, là. Et puis, il y a le navigateur. Avec JavaScript, on va l'exécuter dans un navigateur. Donc, JavaScript a accès à tous les éléments du navigateur. C'est ce qu'on appelle le BOM, Browser Object Model. Tout est objet dans JavaScript. Donc, par exemple, dans votre navigateur, il y a la window. Ah, on connaît window. Il y a le document. On connaît déjà cet objet-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec document? Qu'est-ce que vous avez fait avec document? Vous avez utilisé la méthode write pour écrire dans le document. Exactement. Et puis également, il y a la barre d'adresse. On va pouvoir modifier l'adresse en JavaScript pour rediriger l'internaute vers une autre page. La barre d'adresse est un objet qui s'appelle location. Et puis vous avez quoi encore? Quelques exemples comme ça d'objets du navigateur. Alerte. Alerte est une méthode, donc est une fonction de window. Donc on fait window alerte. On n'a jamais dû écrire window.alert. Parce qu'en fait, window c'est l'objet principal. On ne doit jamais l'écrire. On pouvait mettre window.document.write. Mais bon, ça n'a rien, parce que tout est dans window. Il y a les cookies. Les cookies sont dans document. Document.cookie. Donc il faudra apprendre finalement quels sont ces éléments du navigateur. Okay. Et puis le DOM, c'est vraiment là que va se passer la programmation d'applications web.
Et on va aborder la technique du DHTML, Dynamic HTML. Le DHTML, c'est du DOM, le D, de l'HTML et du CSS. Et du JavaScript. Voilà, il y a 4 trucs. Bizarrement, il n'y a que le D qu'on retrouve dans DHTML. Il n'y a que le D et HTML qu'on trouve, mais dans DHTML, il y a bien 4 langages. DOM n'est pas un langage. Hein. DOM, c'est plutôt des recommandations, un principe. Le fait que le document, c'est un ensemble d'objets. Dans le document, dans la page web, vous avez un titre H1, vous avez un paragraphe P, vous avez une liste URL-LI. Chacun de ces trucs-là sont des objets qu'on peut manipuler, qu'on peut faire disparaître, qu'on peut insérer, remplacer dynamiquement. Okay. Donc on ne fera plus documental write, sauf pour rigoler et dire ah, c'est bien nul. On va pouvoir dire ok, je prends ce paragraphe-là et je vais mettre quelque chose dedans à la place de ce qu'il y avait déjà. Changer sa couleur également. Okay. Le déplacer. En fonction de ce qui se passe, en fonction de l'événement que l'utilisateur aura provoqué. L'utilisateur, il veut quitter ma page, il dit « Oh, vous êtes toujours sûr de vouloir partir ?» Vous avez vu ce genre de site qui essaie de vous rattraper, là. Quand il détecte que la souris sort de la zone pour aller fermer, et directement, il y a un truc qui apparaît pour nous proposer de nous inscrire à une newsletter ou quoi. Vous avez déjà vu ça ou pas? Ça, c'est de l'événementiel. On surveille la souris. Il clique sur un truc, bon, on réagit, le site réagit. Il survole une photo, le site réagit. Par exemple, vous êtes dans un catalogue, vous êtes en train de voir ce beau maillot de bain en plein hiver en pensant aux vacances d'été. J'aimerais bien voir de plus près la couture. Donc vous survolez et ça fait un zoom. C'est de la programmation événementielle. Quand on survole la photo, le code va zoomer sur l'image. La programmation asynchrone. Vous avez peut-être entendu parler du mot Ajax. C'est Asynchronous JavaScript and XML. Le fait qu'on va en fait tout simplement faire en sorte qu'on va programmer de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'est pas synchrone. Et synchrone, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas répondu, je bloque. Tu es obligé de répondre pour que le truc continue. Or, on n'a pas forcément encore la réponse, donc on va poser une question à l'internaute ou au serveur. Le serveur va prendre du temps à nous répondre. Pendant ce temps-là, on va pouvoir continuer notre travail. Et dès qu'on a la réponse, on est notifié et la réponse, par exemple, est traitée, affichée dans la page. Ça, c'est la synchrone. Avant qu'on arrive là, on ne fera que de la programmation synchrone, bloquante. Chaque instruction s'exécute l'une après l'autre. Et tant que la pression n'est pas faite, ça n'avance pas à la suivante. Il y a deux techniques d'asynchrone. Hein. Il y a Ajax et les minuteries. On commencera par le plus facile, on fera les minuteries. Les minuteries, c'est de dire, dans 5 secondes, cette page va s'autodétruire. J'exagère. Dans 5 secondes, tu vas rediriger l'internaute vers la page promotionnelle. Ben voilà, on a lancé la commande, l'ordre. Le script ne se freeze pas tout simplement en attendant 5 secondes. Hein. L'internaute peut continuer à faire autre chose. Mais dès que les 5 secondes sont passées, hop, l'événement se produit et on est redirigé. On peut rendre ça visuel. On peut afficher un décompte dans la page qui, toutes les secondes, va se décrémenter. Et au moment où ça arrive à 0, la réduction se fait. Ou bien on peut rendre ça silencieux, l'internaute ne le voit pas, et l'opération se produit. Les minuteries. Et l'Ajax. Une fois qu'on a ça, c'est déjà un bon papier hein, pour se débrouiller, on va pouvoir dire, ok, on a tout codé nous de même, maintenant ça commence à bien faire. On n'a pas envie de réinventer la roue à chaque fois. Il y a plein de librairies qui sont en open source, libres de droit sur Internet, qui nous permettent de nous faciliter le code. On va comme ça découvrir quelques-unes de ces librairies. La plus connue, ça a toujours été jQuery. Elle perd un peu en popularité parce que là, un des grands avantages de jQuery, c'est que JavaScript était tellement basique, 1.8 là, pendant des années, il n'avançait pas, que pour faire un truc, il fallait écrire une dizaine, une quinzaine de lignes de code. Donc ces librairies avaient comme idée de simplifier hein, et de créer des fonctions qui englobent ces quinzaines de lignes de code en une seule ligne, pour nous simplifier la pratique, tout simplement. Aujourd'hui que JavaScript a beaucoup évolué, les choses qui étaient difficiles à écrire avant sont faciles à écrire en JavaScript. Du coup, parfois, on se dit, mais à quoi bon utiliser jQuery? Je peux très bien le faire en ce qu'on appelle Vanilla JavaScript, pur JavaScript. Quoique, jQuery offre encore
des avantages, parce qu'il y a tout un écosystème qui a été créé, hein, il y a plein de librairies, qu'on appelle plutôt des plugins JavaScript, jQuery, pardon. C'est-à-dire qu'il y a des programmeurs qui ont créé des mini-programmes qui peuvent être incorporés dans son propre site, dans sa propre application JavaScript. Et ces mini-programmes sont écrits en jQuery. Donc ça a encore du sens de l'utiliser. Il n'y a pas que jQuery, il y en a plein d'autres, Motus, j'en passe. Je pense que moi j'ai un peu arrêté les librairies parce que à un moment donné, avec l'adoption des nouvelles techniques en JS, ça devient assez intéressant de faire du pur JavaScript, quoi. Mais le principe d'intégrer des librairies sera toujours d'actualité, parce que ça peut être une librairie qui n'a pas été... Parce que ce qu'il faut bien comprendre, que jQuery, c'est rien de plus que du JavaScript. C'est pas autre chose. Donc, quand je fais ma propre librairie en JavaScript, eh ben, je vais utiliser les mêmes techniques pour l'intégrer dans d'autres projets que d'intégrer jQuery dans mon projet. Donc, apprendre à intégrer jQuery, ça revient au même que d'apprendre à intégrer n'importe quelle autre librairie JavaScript dans un projet. Donc, si je ne vais pas trop m'attarder sur « il faut maîtriser jQuery et dire sur son CV « je sais faire du jQuery », plutôt que sur, moi, mon intérêt sera plutôt de vous dire « ok, vous devez être capable d'intégrer n'importe quelle librairie dans un projet, que ce soit du jQuery ou autre chose. » Les API web. Alors, les librairies, c'est... Je télécharge un script, un code, fait de plusieurs fichiers ou d'un seul fichier, et je l'intègre dans mon site web. Et puis après, je peux manipuler les objets qu'il me propose, qu'il m'offre, pour programmer plus rapidement. Les API, c'est j'intègre rien chez moi, c'est je me connecte sur un serveur. Sur ce serveur-là, il y a du jQuery, il y a du JavaScript, pardon, qui m'envoie des réponses, à qui je peux poser des questions et il m'envoie des réponses. Par exemple, l'API Google, il y en a plusieurs. Il y a par exemple l'API YouTube, l'API Google Maps, etc. Toutes les applications Google ont une API qui est donc une Application Programming Interface, une interface de programmation. Je peux envoyer des requêtes à cette API. Donne-moi la liste des vidéos qui parlent de JavaScript. Et l'API YouTube me renvoie une liste que je peux intégrer dans mon site web. Sans que l'internaute ait à aller sur YouTube, il reste sur mon site et il voit les vidéos en question apparaître. Et donc, du coup, pour arriver à programmer, à interfacer avec ces API, il faut d'abord maîtriser les bases du langage, puisque ça demande déjà à comprendre la syntaxe, les concepts d'asynchrone surtout aussi, avec les API. Le temps qu'on communique avec le serveur, puis on lui pose une question, il y a des millions d'internautes qui lui posent des questions en même temps. Il dit, attends, je sers les gens et tu auras ta réponse à ton tour. Il faut donc qu'on soit bien en asynchrone, qu'on ne bloque pas l'internaute tant qu'il n'a pas sa carte qui apparaît proprement dans notre site, et que dès qu'il y a la réponse, on puisse la mettre à jour. Alors après, il y a les frameworks. Différence entre librairie et framework. Je sais que vous me poserez encore la question, mais à chaque fois, on essaie un peu de la présenter, cette différence. Le framework, c'est un cadriciel en français canadien. C'est un cadre de travail. Donc, c'est la même chose qu'une librairie, mais beaucoup plus. Dans un framework, il y a plein de librairies. Donc, c'est englobant, en fait. Le framework contient une librairie pour nous faciliter le code. Ça, c'est une chose. Et en plus de ça, il nous dit comment travailler. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu es obligé de créer un fichier qui s'appelle comme ça. Tu es obligé de mettre tes photos dans ce dossier-là. Tu es obligé de mettre ton CSS dans ce dossier-là. Donc, c'est une façon de travailler qui permet de gagner du temps, parce qu'avec ce cadre de travail, on sait comment on doit travailler, et on est donc plus productif. Parce qu'en l'absence de framework, les programmeurs web se disent, bon, ben, comment je fais, moi, je n'ai pas trop d'idées, ben, je vais faire ça à ma sauce, un autre programmeur fera ça à sa sauce, et du coup, on ne gagne pas des bonnes pratiques. Les frameworks se sont créés par l'échange entre les développeurs professionnels qui se sont dit « Ah, mais là, c'est une bonne pratique, il faudrait qu'on fasse un peu tous la même chose. » Et donc, finalement, ils se sont mis d'accord et ils ont commencé à créer ce cadre de travail, hein, en organisation de dossiers, de fichiers, nommage des fichiers, façon d'interroger le serveur, retourner les réponses. Voilà.
en absence, avant qu'on aborde les frameworks, on fera un peu tout à notre source finalement. On va un peu programmer n'importe comment. Je ne dis pas qu'on est obligé d'utiliser un framework pour créer un site, hein. Mais ça facilite quand même bien le travail et ça peut vraiment gagner en productivité. Les frameworks assez connus, c'est le top 3, Angular, React et Vue. Et il y en a encore chaque année qui sortent. Il y a un nouveau framework JavaScript qui est sorti cette année. J'ai oublié de noter son nom. Mais bon, ceux-là sont dans le top 3. D'habitude, l'année passée, j'ai donné Vue en deuxième. Cette année, je leur ai donné React. Le mois passé. Le côté serveur. Voilà, là, on a terminé le côté front-end. Si on veut progresser, on peut se dire, tiens, mais j'adore JavaScript, je veux aussi voir ça en back-end, quoi. Et donc, on étudie Node.js et comment faire ce qu'on fait en PHP, mais en JavaScript. Qu'est-ce qu'on fait en PHP? En PHP, on traite la requête du serveur. On ne l'a pas encore vu, on n'a eu que quelques cours de PHP qui, en fait, abordent la programmation, le langage, la syntaxe. Mais la programmation web en PHP, on la verra après le congé. Bonjour. La programmation web, c'est quoi? C'est, j'ai un internaute qui a rempli un formulaire, qui m'a envoyé des données. Je les reçois, moi, PHP. Qu'est-ce que je fais? Comment je les traite? Je dois téléphoner à la base de données pour extraire les résultats et les afficher. Donc, en Node.js, comment traiter la requête? Comment traiter la requête de l'internaute? Comment préparer la réponse et la présenter? Et il y a tout un écosystème aussi formidable autour de Node.js, avec des tonnes de librairies et de frameworks également, avant dernière étape ici. En back-end, il y a aussi des frameworks. Donc c'est pour ça qu'avec tous ces termes qui vont apparaître dans l'écosystème JavaScript, vous allez me dire, moi je suis déboussolé, il y a plein de termes, il faut effectivement bien faire le tri entre, ah oui, ça c'est du front-end, Angular, React, Vue, et Express, ah ça c'est du back-end. Back-end, c'est quoi? Back-end, c'est traiter la requête du serveur, communiquer avec la base de données. Ce que ne fait pas les frameworks front-end. Oui et non. Oui et non. Quand on communique avec une API, quand on utilise ce genre de framework front-end, bien sûr qu'on va pouvoir se connecter à une base de données, mais en fait, on ne se connecte pas vraiment. On va envoyer une requête grâce à l'asynchrone, et on va présenter une réponse avec les librairies de présentation qu'il y a dans ces frameworks. Mais avec Express et les frameworks back-end, on va vraiment programmer la communication avec la base de données. Ce n'est pas comparable avec la couche front-end. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les stacks. Un stack, c'est plusieurs applications. On a parlé déjà du stack WAMP, Windows, Apache, MySQL, PHP. En programmation web, on parle de stack min, MongoDB pour les bases de données. Il n'y a pas que MySQL dans la vie. Donc MongoDB, c'est une base de données NoSQL. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé un petit peu de ça en cours de base de données. Non, c'est que du MySQL que vous faites pour l'instant. Donc voilà, il y a les bases de données relationnelles, SQL, et il y a les bases de données NoSQL. Vous avez plein d'exemples, MongoDB en est un des phares. Vous avez aussi GraphQL, qui est aussi bon en couple. Donc le côté base de données, MongoDB, Express, le framework back-end, Angular, le framework front-end, Node.js, le serveur JavaScript qui va organiser, traiter toutes les requêtes du langage JavaScript dans cet écosystème. Dans ce stack min, on peut souvent remplacer le A par autre chose. Hein. On peut mettre un R à la place, donc Mern, c'est donc on va prendre React à la place d'Angular. On peut mettre du Vue à la place de l'autre, donc on fera du Mern. Ça se prononce pas très bien. Hein. Mais bon, c'est pour ça que min reste un peu plus dans les... Oui. Tout ce qu'on va étudier, c'est bien uniquement en première année ou bien aussi des programmes de deuxième année? Tout ça, c'est pas la première, non. Non. On va s'arrêter bien avant, ici, là, après les API. Ouais. Donc pure front-end, quoi. Enfin, sans le framework. Sans le framework.
Dites-vous bien que l'année prochaine, le programme change. Comme je vous l'avais déjà dit, l'année prochaine, il n'y a plus de cours de réseau, il est remplacé par un cours de framework front-end. On ne sait pas encore si on va le mettre en première ou en deuxième, ça dépend un peu de l'horaire. Si c'est un cours qui... Oui, si on le met juste... non, réseau, vous l'avez vu en début d'année. Oui. C'est impossible qu'on mette framework front-end en début d'année. Ouais. N'est-ce pas? Donc, s'il est mis en première, effectivement, il y aura peut-être... les cours de programmation vont plus se ramasser. Et alors, il viendra en fin de première année. Et on aura vraiment une suite jusque-là, effectivement. Et entre les trois frameworks, vous ne savez pas, l'année prochaine, on n'aura pas? Je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est moi qui donnera le cours parce que je suis déjà full dans mon horaire. Je devrais peut-être lâcher certains cours, éventuellement. C'est un nouveau prof, je ne sais pas ce qu'il choisira. Donc, Alors, un peu plus en détail par rapport à ce que nous, on va voir. Apprendre la syntaxe du langage. On a déjà bien abordé ça en base de programmation. Les accolades, les points-virgules, les parenthèses. OK. Et les bases de la programmation, les structures alternatives, les boucles, les variables, les constantes, déclaration, affichage, traitement de données. Déboguer un script. Je vous ai rapidement présenté ça avant, mais on ne l'a pas pratiqué vraiment. Donc là, ce sera vraiment systématique d'utiliser les outils de développement pour déboguer. Et puis, là où on va un peu s'attarder, c'est quand même manipuler ces données complexes, les chaînes de caractères, les tableaux, les dates. C'est incontournable. Votre puissance de développeur, elle est aussi basée sur votre maîtrise des tableaux, des types complexes, et sur l'algorithme. L'algorithme, bon, c'est des heures de route. Plus vous pilotez, plus vous êtes à l'aise. Et piloter en programmation, c'est réfléchir. C'est vraiment écrire des algorithmes, résoudre des problèmes. Ça, c'est pas de la pratique, c'est de l'étude. Les tableaux, les chaînes de caractères, c'est de l'étude. Bien sûr, avec la pratique, ça entre mieux. Faites plein d'exercices sur les chaînes de caractères, plein d'exercices sur les tableaux, d'accord? Mais à un moment donné, il faut mémoriser. Par cœur. Non, mais je vous assure. Parce que ce que vous ne devez pas mémoriser, c'est les algorithmes. Les algorithmes, ça doit rentrer dans le sang parce que vous le pratiquez beaucoup. On n'étudie pas par cœur un algorithme. Il y a tellement de situations différentes dans le monde, des problématiques différentes. Mais ces notions-là, ça ira plus vite si vous dites, OK, un tableau, c'est quoi? C'est une longueur. Ah oui, length. Ce sont des cases qui commencent par 0. Okay. La dernière position, c'est la taille du tableau moins 1, puisque ça commence à 0. Okay. Des choses comme ça, on les sait. On ne va pas retrouver dans Google comment trouver la dernière position d'un... On le sait. Okay. Ce sont des exemples simples. Mais je reviendrai sur c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'il faut savoir par cœur. Quand je parlerai de ces choses-là, je dirais, OK, c'est pas tout par cœur, mais c'est ces choses-là essentiellement qui feront que vous aurez des automatismes, des intuitions devant un problème donné. Ça viendra plus facilement parce que vous savez qu'il y a une clé omelette. Je dois faire des réparations, des rénovations chez moi. J'ai aucune idée de ce que je peux utiliser, mais je vois bien quand l'entrepreneur vient, qui me parle. Ah oui, ok, il faut une réglette. Ah oui, c'est évident. Si j'avais pensé, si je savais ces outils-là, ce serait évident pour moi. Ok, après ça, le BOM, j'en ai déjà parlé, Windows, console, console.log. Location, history, notre historique de navigation. On va pouvoir aller à la page précédente, page suivante. L'écran, ça devient intéressant avec les mobiles, les tablettes, de savoir sur quel écran l'internaute est en train de regarder notre page. Les événements, il clique, il survole, il appuie sur une touche du clavier. Et apprendre à manipuler le document, donc DHTML. On va parcourir ce document, lire ce qu'il y a dedans, modifier le contenu de la page. On va lire et modifier les cookies. On va stocker des informations dans une base de données locale. Donc les navigateurs maintenant ont développé une base de données qui s'appelle Storage. Mini base de données pour des applications front-end. Et puis on va exécuter des traitements lorsqu'un événement est produit
avec deux techniques, gestion simple et gestion avancée. Ce sont les écouteurs, on-click, on-mouse-over, on-focus, etc. Ajouter un écouteur d'événements, retirer un écouteur d'événements dans la gestion avancée. Alors, sur cette première page, j'estime que tout ça est assez facile à appréhender. Ça prend du temps en fonction de votre rythme, votre niveau de maturité par rapport à l'apprentissage de la programmation. Il y en a qui ne l'ont jamais fait, d'autres qui l'ont déjà fait. Donc ça, j'estime que c'est plutôt facile. Ensuite, ça, c'est plus compliqué. Le traitement asynchrone, les API web, coder plus vite en utilisant des librairies, et bien les utiliser. Donc notamment, outre jQuery, il y aura également librairies pour gérer les animations, les diagrammes, créer des graphiques. La data visualization, présenter des masses de données sous forme de graphes avec D3, qui est une librairie assez populaire. Travailler en JavaScript, c'est à un moment donné commencer à utiliser un gestionnaire de dépendance, un logiciel qui permet de télécharger des librairies et de les ajouter à son projet automatiquement et non pas manuellement. On va d'abord le faire manuellement, puis après on verra que permet le logiciel NPM. Créer une application front-end, c'est ce qu'on veut faire au final. À la fin de l'année, on voudrait arriver là. Okay. Est-ce que ce sera au mois de mai? Ce sera un peu trop tard, dommage. Ce serait intéressant qu'on puisse faire ça au mois d'avril déjà, ou peut-être au mois de mars. Ça dépend un petit peu du rythme. Créer une application avec un framework front-end, ça ce sera plutôt l'année prochaine pour vous, cette année en première pour ceux de l'année prochaine. Développer du côté serveur, deuxième, avec un framework, avec un stack. Voilà un peu pour le programme. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des appréhensions? Tu as des appréhensions? Est-ce que vous avez envie? Ah oui. Ça vous tente? Ok, tant mieux. Avant qu'on entre là-dedans, c'est rébarbatif. On va d'abord faire un peu du visuel. Je vous propose d'aller, si vous voulez, dans vos navigateurs. Vous pouvez aller pour tester en même temps que moi. Hein, code-de-la-route.be. Il y a un tiret entre chaque mot. Code-de-la-route.be. Et qu'est-ce qu'on a sur code-de-la-route.be? On a déjà ce machin-ci. C'est quoi ce truc-là? Ce petit bandeau là. Bandeau. Tu dis juste un mot, tu dis coquille. Hein? Non mais donnez-moi une phrase. Oui, cette bas de la page, d'accord, mais ça c'est quoi? C'est pas un footer parce que quand je scroll, le footer, il est tout en bas. Hein? Ça reste toujours visible. Hein? C'est un bandeau. Bandeau de quoi? Ce site web souhaite utiliser des cookies pour améliorer. En cliquant OK, vous acceptez l'utilisation des cookies. Bandeau d'acceptation des cookies. Pourquoi je cherche pour non, mais il faut nommer les choses, hein, parce qu'après, quand vous communiquez avec vos clients, vous leur dire quoi? Il y a le truc en bas là. Non. Donc on clique sur OK, on clique sur refuser pour faire disparaître. C'est du JavaScript. Niveau de difficulté, ultra facile. Donc on sera capable de faire ça. Ici en bas à droite, vous avez calculé votre amende de vitesse. Ouh, ça donne froid dans le dos ça. On a là un petit formulaire. Liste déroulante, j'étais en zone 30. J'étais avec mon cyclomoteur de classe A. Louer les trucs de location là. Qui fait une masse de pas tellement. Et puis la vitesse autorisée était de 30 km/h. Et la vitesse mesurée, je faisais du 50. Je ne savais pas qu'on était en zone 30. Conditions atmosphériques défavorables et de visibilité. Moi, je trouvais qu'on n'y voyait rien à moins de 100 mètres. Mais c'est pas grave, je faisais quand même du 50.
Je ne sais pas c'est quoi étranger. Calculer. Et bien voilà ce que je vais devoir payer. C'est une application JavaScript. Un peu old school. Au niveau du visuel, elle n'est pas moderne, mais c'est du JavaScript pur. On a une vignette qui est apparue ici, qui n'était pas là avant. Donc il a injecté dans la page cette division. Si on peut l'inspecter comme ceci, on verra qu'on a le formulaire qui contient le tableau ici dans lequel on a encodé tous les trucs. Hein, et puis on a ici cette division qui est le résultat et qui n'était pas là avant, okay, qui a été vraiment ajouté ou qui a été rendu visible s'il était masqué. Il a pris en compte les données, les inputs utilisateurs. Il a appliqué la formule. Exactement comme les exercices qu'on faisait. Hein, il y a plusieurs éléments. Et vous, dès que je mettais 3 trucs, c'était « Ah, too much, il y a beaucoup trop, monsieur !» Alors, dans la vraie vie, le site de la FGTV, comme ils ont fait les manifestations il n'y a pas longtemps, calculateur de salaire, hop, un formulaire assez long, hein, énormément d'input. Hein. Hop, ici je dois encoder ma date, le mois en question, donc je dois mettre ici, c'est pour le 6-2021, le statut ouvrier employé, en temps plein, donc là j'ai un choix unique entre 2 options. Temps partiel, non, entre plusieurs options, pardon, entre 3 options. Je suis un isolé, et puis j'ai un handicap, et j'ai un enfant à charge. Revenu brut obtenu, 2200, calculé. Ah oui. Ils n'acceptent pas au-dessus de 7500. Ils se disent, mais vous êtes fous. On n'est pas dans le GTD si on dépasse 2500. Vous êtes riches, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Et voilà, on a un détail un peu de la part du salaire, où va partir hein, la perception en cotisation sociale, en ceci, cela, et puis ce qui va rester au final. Et tout ça, c'est des formules, tout ça toutes bêtes, et qui sont ensuite affichées. Donc, vous avez vu ce qui change par rapport à la base de programmation, c'est simplement input, output. Derrière, c'est l'algorithme calcul du machin, le traitement des données. Donc, notre input, nous, ce sera un formulaire. Et notre output, ce ne sera pas document write, ce sera affiche hein, en CSS display. Vous avez déjà vu display? Non. Display, ça permet d'afficher ou de masquer. Okay, il y a aussi visible qui permet de faire la même chose. Cette zone-là qui était invisible au départ, et puis tu vas venir écrire dans cette zone-là tel résultat, tu écris dans cette zone-là tel résultat. Donc on n'écrit pas tout à la queue leu, on va écrire précisément dans cette case-là. Donc il y a vraiment, c'est pas séquentiel l'écriture, j'ai écrit ça là, puis là, puis là, c'est vraiment être à des endroits bien spécifiques. Ah, le texte il est déjà là, mais il est caché en fait. Le texte est caché, ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre chez Hubo, où est-ce qu'ils l'ont mis? Outlet, trouver. J'aurais dû calculateur. Le calculateur de papier peint ou de carrelage, hein, ils ont plusieurs calculateurs ici, c'est génial hein, quand on veut faire des travaux. Voilà, un tel site, il va demander à un développeur de fais-moi toutes ces applications parce que les gens vont venir chez moi parce qu'ils vont pouvoir calculer et directement commander le nombre de carrelages parce qu'ils ont tout ici. Okay, donc je vais dans le calculateur de carrelage, je dois dire combien de longueur, il y a 5 mètres, en largeur j'ai 7 mètres. Mon carreau il fait 50 cm sur 30 et c'est déjà bon, je peux déjà avoir un résultat ici. À chaque fois que j'encode, il met à jour cette zone-là, au fur et à mesure. Il n'attend pas que je clique sur « Calculer », c'est au fur et à mesure que ceci se met à jour. Donc, événementiel. Ce n'est pas un clic sur le bouton « Calculer », c'est aussi événementiel ça, mais c'est à chaque fois que tu changes ça, tu changes également le résultat ici. Donc là, si je mets plutôt… Rien s'est passé, mais dès que je… Si ça s'est passé déjà? Oui, voilà. Dès que j'écris, il change ici. Et j'ai mon nombre de carreaux, il m'en faut à 315
aux surfaces comme ça. Si je les mets en horizontal, si je les mets en diagonale, il m'en faudra plus. Autre site plus moderne, calculateur d'amende de vitesse. Donc, c'est le site belge, hein. Le précédent est aussi un site belge, code-de-la-route.be, mais ils ont fait un nouveau site un peu plus trendy, un peu plus classe, je dirais, où on regroupe tous les types d'amendes, hein, que ce soit la vitesse ou bien les autres délits, voilà, délit de fuite, feu rouge, etc. Je choisis vitesse et j'ai un assistant step by step, donc étape par étape, écran par écran. Au lieu d'avoir une seule page où je vais afficher, masquer une zone de résultat, ben je passe écran par écran comme ça. Et j'ai un indicateur qui me dit où j'en suis de questionnaire. Alors, j'ai une citation comparaître, ok. Quelle était la vitesse? J'ai fait du 60. Suivant. Et c'était limité à 50. Durant ces 3 dernières années, avez-vous été condamné? Ouais, quand même. Est-ce que vous aviez votre permis définitif depuis plus de 2 ans? Oui. Et puis il me dit, voilà, alors c'est là que ça embête un petit peu parce qu'il faut envoyer, ils envoient ça par mail. Okay. Collecte de données, c'est vraiment crapuleux. C'est là où ça retombe. Ultra important pour le marketing. Beaucoup de sites vous demanderont, développez-moi une application front-end, une application JavaScript, pour que je puisse récupérer des listings, des mails pour mon mailing, des listings de clients. À la fin, vous devrez arriver à ça pour que le client ait encode ces données. Et généralement, on le met à la fin pour ne pas le bloquer dès le début. Voilà. Ouais, puis au début, on le ferme directement. Ouais, je passe. C'était un vieux exemple. Ici, la grille des loyers, version très récente, hein, qui avait été faite, je pense, l'année passée, qui est encore valable. On commence en cliquant là. Et même chose, on a en plusieurs étapes, on choisit un peu son profil. Étape suivante, on choisit sa commune, sa rue, le type d'habitation. Et à chaque fois, peut-être mise à jour ici avec des images aussi, hein. On n'est pas que textuel, on est aussi visuel avec du graphisme. Et puis, voilà, type d'habitation entre telle année et telle année. Combien y a-t-il de chambres? La superficie. C'est superbe, hein? J'aimerais bien que vous me fassiez la même chose dans 3 semaines. Dans 3 semaines, carrément. Bon, à votre avis, quelles sont les compétences qu'on doit développer, qu'on doit avoir pour faire ce genre d'application? Tout ce qu'on doit avoir, enfin, tout ce qu'on a au début, non? Pas tout. Pas tout. HTML, CSS. HTML, CSS. Tant que vous n'aurez pas ça, ce ne sera pas aussi beau. On est d'accord? Moi, je ne vais pas vous mettre au challenge d'avoir un résultat aussi beau au début, sinon vous allez être à chaque fois frustré. Donc, ne nous occupons pas du beau. Occupons-nous du côté, ok, on a notre application, on a une réponse qui apparaît, et puis au fur et à mesure que vous allez vous développer des compétences en HTML, CSS, vous allez les injecter dans ce cours-ci, et vous allez de vous-même essayer de rendre ça plus joli, etc., en mettant des couleurs, en mettant des dispositions et des images. Donc, mais mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais donc tout ça, c'est vraiment HTML, CSS, JavaScript, le DOM, c'est du DHTML. Etc. Je ne sais plus jusqu'où ça va. Vous avez peut-être déjà pris des rendez-vous sur Doodle. On peut... Ah, c'est passé en mode fermé comme ça. Ah bah dis donc. Avant c'était ouvert, on peut déjà prendre rendez-vous gratuitement et maintenant c'est... Peut-être ici. En faisant create, on peut y aller. Ah oui, très bien. On dit voilà bah, le titre de la réunion, réunion de concertation. On met un lieu, on a la possibilité d'intégrer des trucs en ligne. Voilà. On met une petite note facultative. Et puis on a surtout ça, un calendrier comme ceci. On va pouvoir faire des choses comme ça. Des dates, des propositions. Est-ce que c'est
le mercredi 8 ou bien le vendredi 10 que vous voulez faire la réunion. Et ce côté-ci, ça, on ne va pas le programmer parce que pour programmer un calendrier comme ça, il y a énormément de code, HTML, CSS, JavaScript. Là, c'est là qu'on a besoin d'une librairie qui fait déjà le job à notre place. Nous, on veut se concentrer sur mon application, c'est quoi? C'est des prises de rendez-vous. J'ai besoin d'un utilitaire calendrier. Je l'intègre et je m'occupe de tout le reste. Okay? Ça, c'est un exemple d'exploitation de librairie. Parce qu'il y a un mode sans, hein, qui est tout à fait bien aussi. Tant que je n'ai pas la librairie calendrier, je fais ça comme ça. Proposition le mardi de 15h à 18h. C'est bien aussi, l'application fonctionne. Okay. Il y a un mode avec par mois où on a besoin, on peut faire comme ceci, tel jour, et là on va rajouter des créneaux horaires. C'est pas mal non plus. C'est moins comment dire, interactif que le calendrier où on va pouvoir faire du drag and drop pour sélectionner les plages, mais c'est tout aussi efficace. On peut imaginer donc créer une application qui, dans la V1, est purement textuelle. Dans la version 2, on ajoute ce genre de sélecteur. Et dans la version 3, on aura vraiment cet outil-là. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire en JavaScript, sans vous montrer les exemples d'applications les plus avancées. On ne va pas vous donner le tournis parce que ça ne sert à rien. Je pense que c'est des applications assez simples. Hein. Syntaxe du langage, on a déjà vu pas mal de choses. Les mots-clés, ce sont des mots réservés qui ont une signification dans le langage. On ne peut pas les utiliser pour nommer une variable. If, je ne peux pas l'utiliser. Variable if, non. Const, réservé. Il y a également des futurs mots-clés qui ne sont pas encore vraiment utilisés, mais qui sont réservés. On ne peut pas l'utiliser non plus. Export, extend, on ne peut pas l'utiliser. Extend maintenant est utilisé. Donc il y avait super, voilà, etc. Let, pendant tout un temps, a été réservé, mais il n'était pas encore utilisé. Aujourd'hui, depuis 2015, il est maintenant dans le langage et va nous servir à déclarer des variables. Tous ces mots-là sont les mots-clés du langage JavaScript. Donc, vous pouvez trouver une liste complète sur W3 Schools. On a vu notre syntaxe, notre ponctuation, les accolades, les parenthèses, les crochets, le point, le point virgule et la virgule. Alors, il y en a parmi vous qui n'aiment pas mettre des points virgules. On va voir, on verra. Ouais. Allez, ok. Les opérateurs de comparaison, plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, etc. L'égalité, la différence, l'identité, la non-identité. 3 égales, c'est plus fort que 2 égales. Exclamation égale égale, c'est plus fort qu'exclamation égale. On en reparlera. Je pense qu'on a parlé de tout ça. Je parle très rarement du tilde en opérateur logique. Vous n'en avez pas vraiment besoin. On a parlé du nom, du et du ou. Et les opérateurs binaires, vous n'en aurez pas besoin. C'est pour travailler au niveau des 0 et des 1 qu'on utilise ce genre d'opérateurs-là. Donc méfiez-vous, si vous mettez une seule esperluvette, vous n'êtes pas en train de faire un et logique. Vous êtes en train de faire un et binaire, le résultat peut être différent. Pareil, une seule barre, c'est pas la même chose que 2 barres. Il faut faire attention majuscule au minuscule. On devrait toujours terminer par un point virgule. Mais bon, il y a des gens qui commencent à ne pas en mettre. Il y a 4 façons de mettre du JS dans une page web. Une balise script, c'est ce qu'on a toujours vu. Une balise script avec un attribut src pour incorporer un script externe. C'est ce qu'on va commencer à faire. Okay. Au lieu d'avoir tout dans une seule page, le code HTML et le JavaScript, le code JavaScript sera dans un autre fichier. On aura donc 2 pages, la page HTML
et le code JS. Au début, les étudiants ont du mal. Donc, on ne va pas le faire tout de suite. On va rester sur un seul fichier. Puis après, progressivement, il faudra travailler sur 2. Puis sur 3, puis sur 4. Il n'y a absolument rien écrit entre la balise ouvrante et fermante quand on incorpore un deuxième script. On met juste la source, et ça c'est l'adresse du fichier. Si dans un sous-dossier, on mettra dossier / le nom du fichier. Très utilisé pour incorporer des librairies. La librairie, souvent vous ne l'avez pas dans votre ordinateur, elle est sur un serveur. Les serveurs de nom chez Google ou d'autres, vous mettez l'adresse complète, absolue, https, / Google, machin, pour vers la librairie qui est hébergée et partagée à tous. Troisième façon de mettre du JavaScript, dans les gestionnaires d'événements HTML, on quelque chose, on clique, tu feras ça. J'ai un bouton, au moment où tu cliques sur ce bouton, eh bien, tu afficheras une boîte alerte avec le message merci. Plutôt intuitif quand on lit ça. Donc ça, c'est la gestion d'événements simple. Plus tard, on verra une gestion d'événements plus avancée où on n'utilisera plus les on-click comme ceci. Détourner une URL, ça, il faut pas le faire. Donc cette quatrième façon-là, il ne faut pas du tout jamais la faire. Mais peut-être que vous allez trouver ça dans des codes et vous dire, ah c'est chouette, je vais faire comme ça. Donc non, il faut fuir, c'est dans le passé ça, quand on n'était pas encore à pro et qu'on faisait des bêtises. Depuis, on a compris nos erreurs. Pourquoi il ne faut pas détourner une URL? Je parle bien d'un fait qu'un lien A, href, c'est une URL vers laquelle doit aller le navigateur. C'est qu'on est en train de mentir à l'internaute, on lui dit, voilà un lien, en cliquant dessus, tu vas aller sur une autre page. Et là, on dit, non, non, j'annule le lien, je fais du JavaScript. Et on met le code JavaScript. Ça, pourquoi c'est pas bien? Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas égal sur le web. Il y a des gens qui ont des problèmes d'accessibilité, malvoyance, problèmes moteurs, etc. Et eux utilisent des navigateurs différents des nôtres. Ces navigateurs-là vont analyser la page et dire « Ah, il y a un lien !» et leur proposer un menu basé sur les liens qu'ils trouvent. Et là, en fait, on est en train de mentir et de le rendre la vie plus dure. On ne devrait pas rendre la vie plus dure parce qu'on est capable de faire la même chose autrement. Donc ça, c'est la paresse du programmeur qui ne sait pas faire son truc. Donc soit de l'incompétence, soit de la paresse. D'accord ? Action du formulaire est également une possibilité de redirection, de même que href d'un lien A. Les commentaires, on les a vus, de pleine ligne // de fin de ligne après une instruction // on décrit un peu la ligne de code en question. Multiligne, si on a besoin de plus de place pour pouvoir expliquer plus de choses. / étoile, étoile, /. Il ne faut jamais mettre un commentaire dans un commentaire. La documentation, un cas particulier des commentaires, en mettant / étoile, étoile, et puis toutes les étoiles, et puis étoile /, en alignant bien les étoiles sur la deuxième colonne, on va pouvoir documenter, expliciter non seulement le code source en entier, à quoi il sert, qui l'a fait, quand, chaque variable, chaque méthode, chaque fonction, ce qu'elle fait, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle va répondre, quand est-ce qu'elle ne fonctionne pas. Et c'est très utilisé dans la programmation orientée objet, la programmation professionnelle, parce que quand on programme comme ça, avec énormément de classes et d'objets, on a besoin d'une doc qui nous dit « cette classe-là, elle sert à ça ». Et au début, en tant que débutant, on ne va pas programmer avec des grosses librairies, avec des grosses API, des gros frameworks. Donc on va se dire, bah, ça ne sert à rien tout ça. Mais dès qu'on arrivera vers les moments où on va commencer à utiliser ça, on va dire, ouf, heureusement qu'il y a la doc, sinon j'étais perdu. Donc, être capable de soi-même écrire une doc, c'est être capable de participer à ce web qui est open source, qui est collaboratif, et qui a fait son évolution jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas des sociétés privées qui nous vendent ce langage et tous ces outils. Hein. C'est vraiment... Bien sûr, il y a des sociétés privées qui vendent des librairies, etc. Mais beaucoup, c'est fait par l'open source et la participation à la création de tout ça.
Alors, comment est-ce qu'on déclare une variable vraiment aujourd'hui, en 2021? On n'utilisera quasi plus jamais var. C'est plus simple d'apprendre en disant var variable, mais aujourd'hui, on a const et let. Vous allez utiliser let à 95%, const en 5% des cas. Peut-être plutôt 80%, 20% pour const. Peut-être 70, peut-être 30. Ça dépend de l'application que vous faites. Okay. Let est une variable, ça veut dire que la valeur va changer. Je déclare la variable hauteur qui est initialisée à 15, et puis je peux à tout moment lui changer de valeur. Là, j'ai des décréments de 5. Const est une variable. Const n'est pas une constante, const est une variable dont on ne peut pas changer de valeur. En JavaScript, ce n'est pas comme dans les autres langages. Const reste une variable. En PHP, const est une constante. Alors, cette nuance-là, pour vous en ficher. C'est plus simple. Dites-vous que const est une constante, comme partout. Plus vous allez avancer dans le langage, vous allez aborder des choses plus complexes, vous allez revenir sur des notions et dire « Ah oui, maintenant je comprends ». Donc en gros, quand je déclare const, je déclare quelque chose qui ne doit pas changer de valeur. Un point, c'est tout. Donc on ne peut pas, par exemple, déclarer la constante taux sans donner sa valeur, ça provoque une erreur. On peut la déclarer ici en initialisant à 0,21. Quand on déclare une variable avec let et qu'on ne donne pas de valeur, ça marche, et donc sa valeur c'est undefined. Et après on peut l'initialiser. On peut même initialiser plusieurs variables d'un seul coup, var x reçoit y, reçoit z, reçoit 42. Toutes ces variables-là ont la valeur 42. Ça c'est mal, mais c'est possible. C'est pas parce que dans un langage quelque chose est possible qu'il faut le faire. C'est pas parce qu'en français je peux faire des fautes d'orthographe et qu'on me comprend quand même qu'il faut le faire. Parce que ça va en dire, en fait, votre programme fonctionne, l'utilisateur final il voit rien, ça marche. Vos collègues, votre recruteur, il va pas aimer ça. Il va se dire, il y a de la soit mauvaise formation, amateurisme, soit pas de respect pour l'équipe, pas de respect pour le protocole, parce que généralement quand on travaille une équipe, il y a une façon de faire, etc. Donc vous ne voulez pas avoir des mauvaises pratiques et les accumuler. Par contre, ça c'est super intéressant, mais on a du mal à utiliser ça. Le court-circuit, c'est fréquemment utilisé, c'est pas mal. Je veux déclarer ma variable color, et j'ai une variable color choice, qui est quelque chose que j'avais demandé à l'utilisateur. Je vais ai demandé quelle était la couleur que tu veux. Il m'a donné cette couleur dans color choice, par exemple prompt, hein, color choice. Peut-être qu'il a annulé, il n'a pas répondu. Donc ma variable color choice est peut-être undefined. S'il est undefined, alors il va choisir blue. J'utilise ici l'opérateur OU, le OU logique. La variable color, ce sera soit color choice, soit blue par défaut. Comment ça fonctionne ce truc-là? Eh bien, le OU, c'est un opérateur qui fait que un des deux doit être vrai. Si color choice est undefined, c'est faux. S'il y a une couleur, par exemple, comme green, c'est vrai. Toute valeur différente de undefined est vraie. Différente de undefined, de 0, de nul. Donc, si quelqu'un ici n'a rien donné, que c'est undefined, le OU logique va obligatoirement exécuter, évaluer blue, blue qui est une valeur, donc qui est true. Donc, c'est blue qui va être gardé de tout ça, et qui va donc initialiser la variable color. À quoi ça sert? On peut s'en passer. On peut faire if color choice, alors color reçoit color choice. Else, color reçoit blue. Ouais. Donc le court-circuit, ce n'est pas un truc incontournable, vous pouvez très bien programmer sans, if else, mais ça raccourcit le code quand on sait, j'ai cette petite astuce de l'opérateur OU. Comme Internet. Comme Internet? Internet. Comme une ternaire, oui, tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, il y a encore pire que la ternaire. Hein. Maintenant, il y a l'opérateur double question marque. Hein. Moi, JavaScript,
Alors, je reviens à l'attaque avec la constante là. Bon, en réalité, quand on dit que c'est pas c'est pas une constante, mais c'est une variable, en fait, c'est une constante, c'est une référence constante, c'est une adresse mémoire constante. On ne peut pas définir une valeur constante avec const, mais on définit en fait une référence constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je déclare pi avec const et que je dis voilà, dans cette référence, dans cette adresse mémoire, tu vas mettre 3,14, je ne peux plus après mettre une autre valeur dans cet emplacement constant. La référence est figée avec la valeur qui avait été donnée. Donc elle n'est plus écrivie, on ne peut plus écrire à nouveau dessus. Elle est bloquée en lecture. Oui, d'accord, mais voilà ici une constante liste qui est en fait un tableau. Un tableau avec Julie, Claire et Cécile. Hein, en JavaScript, on a des crochets pour dire voilà le tableau. Et puis je mets mes 3 chaînes de caractères séparées par des virgules. Et je peux donc à tout moment venir modifier la première case, la case 0, en faisant liste case 0. Et je viens écrire dedans Chloé. Ça remplace du coup mon tableau, il y a Chloé, Claire et Cécile. J'espère que ça va parce que là on voit déjà les tableaux. On n'a pas vraiment encore... Mais vous comprenez? Oui? Oui, mais c'est une constante quand même. Eh bien c'est ça. Il n'y a aucun problème à venir modifier le contenu de ces emplacements-là. C'est la référence const reçoit, const est une référence à ça qu'on ne peut pas changer. Je ne peux pas faire liste, reçoit une nouvelle référence. Donc, je ne peux pas changer tout le tableau ou mettre autre chose dans liste. Mais je peux dire à la case 0 de liste, je mets autre chose. À la case 1, je mets autre chose. Je vais faire push pour ajouter à la fin, je peux. Je peux faire splice pour supprimer, aucun problème. Donc c'est dans ce sens-là que const n'est pas vraiment une constante. C'est un type de variable auquel on ne peut plus affecter une deuxième fois autre chose. Je ne peux plus faire un égal autre chose. Je peux faire un des éléments de la liste est égal quelque chose. Mais la liste en tant que telle, en entier, je ne peux pas la remplacer. Le splice pour supprimer en fait, il supprime tous les autres sauf le 1 et le 2. Non, il supprime à partir de 1, donc 0, 1. Il en supprime 2. Claire, pardon, il en supprime. Voilà, Il supprime. Avant 1 et après. Ah. Ça, c'est bizarre. Départ. Vraiment, c'est là et le 2, non? Ça devrait être Julie, Claire Julie, non? Tout ce qui est avant 1 et à partir de 0, 1, 2. Il garde celle-là. Hmm. Ok. Ouais. Et on reviendra dessus, hein. Ne vous inquiétez pas. Juste, voilà, on peut ajouter dans un tableau, on peut supprimer dans un tableau. Voilà, on peut remplacer. Les objets. Il est fou, on voit déjà les tableaux et les objets dès le premier cours. Non, mais on découvre. Un objet, c'est quoi? C'est les accolades. Et puis on met ici la clé, 2 points, la valeur. Je vous avais dit que les objets, c'était des super variables où on avait plusieurs data, plusieurs données qui sont stockées dans un seul emplacement. Dans l'emplacement article, j'ai le nom et j'ai le prix. Dans une seule case mémoire, j'ai donc 2 infos. Génial. Et grâce aux clés, je peux accéder aux différentes informations. Donc si je veux le prix, article.prix, et donc j'ai 14,99, mais ici je viens remplacer le prix de l'article. Ouais. Article.stock, ça n'existe pas, mais je viens la créer. Je crée une nouvelle information en lui donnant une valeur. Donc il a ajouté, en plus de nom prix, il a ajouté le stock, qui est à true. Et je peux supprimer, delete, article stock, cette information. Le principe, on reviendra sur la matière plus tard. Tiens, un objet c'est quoi? Oui, c'est un truc avec plusieurs infos. On peut y accéder en lecture, en écriture.
On peut ajouter de nouvelles infos, on peut les supprimer. Mais je ne peux surtout pas, si je déclare en const, je ne peux pas réaffecter un autre objet erreur. Mais si je veux quand même le faire, j'ai qu'à utiliser let. Je déclare avec let si je veux faire une réaffectation. Les nombres, on les connaît déjà. Et on a les fonctions is not a number que l'on connaît pour savoir si une chaîne numérique est un nombre ou pas. On a également la méthode isInteger, un number.isInteger, pour savoir si un nombre est un entier ou si ce n'est pas un entier. Qu'on ne connaissait pas, mais qu'on peut exploiter plutôt que de faire parseInt est-il égal à. Ouais. C'est plus simple. La fonction parseInt qui permet de convertir une chaîne numérique en entier, si c'est une chaîne numérique, bien sûr. Sinon, ça donne not a number. Parsefloat, même chose, en nombre réel. La méthode toFixed qui permet donc de choisir le nombre de décimales qu'on veut. 7,5 toFixed 2 donne une chaîne de caractères 7.50. Donc ça convertit en chaîne de caractères avec un nombre de décimales. Donc l'inverse de parseInt, parsefloat, convertir un nombre en chaîne de caractères. La conversion implicite, sans qu'on ait rien demandé, il a converti 2,5 en chaîne de caractères, il les convertit en nombre, et puis il fait le calcul de la multiplication. Pareil pour la division, pareil pour la soustraction. Conversion explicite, c'est de dire, oui, mais là, il ne va pas choisir de convertir, il va faire la concaténation. Donc pour éviter le problème, je convertis moi-même explicitement le nombre numérique, la chaîne numérique en un nombre. Vous comprenez bien sûr que ça, c'est une chaîne que l'utilisateur m'a donnée en tapant dans le formulaire. Donc ici, il y a la vitesse qu'il a encodée dans le formulaire. Je dois la convertir pour éviter la concaténation. Ça va? Je vais vite sur ces notions-là, on les connaît. La librairie, la classe math, qui contient des opérations mathématiques assez intéressantes. On connaît maintenant un peu math_random. Un nombre aléatoire entre 0 et 1. Il ne donnera jamais 1, mais toujours un nombre compris entre 0 et 1. Et on a mathpi, le nombre pi. Mathmax qui permet de connaître la valeur la plus élevée entre une série de valeurs. Mathmin. On a mathtrunc qui va permettre de tronquer une chaîne numérique et garder uniquement l'entier. Mathround, l'arrondi commercial. Mathfloor, arrondi vers le bas. Mathseed, arrondi vers le haut. Mathpo, mettre 7 à la puissance 2, par exemple. Abs pour donner la valeur absolue, donc strictement positive, d'un nombre, qu'il soit positif ou négatif, il donnera toujours le positif. Si je veux exploiter math_random, je vais par exemple faire, je voudrais un nombre aléatoire que je vais multiplier par 10 et que je vais ensuite arrondir vers le bas. Ça donnera un nombre compris entre 0 et 9. C'est clair. Si je prends un nombre aléatoire que je multiplie par 10, que je convertis vers le bas, et j'ajoute 1, j'aurai donc du coup 0 plus 1, 1, 9 plus 1, 10, un nombre entre 1 et 10. Poussant plus loin la logique, si je dis, je prends un nombre aléatoire, je multiplie par une valeur maximale moins une valeur minimale, plus 1, 10 moins 1, 10 moins 1, 9, plus 1, 10, c'est notre 10 qui est là. Plus la valeur minimale, c'est notre 1 qui est là. Ça me donne le même genre de formule, sauf qu'au lieu que ce soit toujours entre 1 et 10, ce sera entre un minimum et un maximum, celui que je veux. Ça, c'est la formule qui vous permet d'avoir n'importe quel nombre, compris entre n'importe quel minimum et n'importe quel maximum que vous voulez. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça qu'il faut mémoriser par cœur. Hein. Il faut juste savoir que, ah oui, il y a une formule pour le faire. Je la retrouve là, dans mon syllabus à cet endroit-là. Je sais que je dois faire mathmin, je dois faire, pardon,
max et min quelque part. Voilà. Les chaînes de caractères, les nombres, number, mat, string. 3 objets. Et après, on fera la pause. 3 objets. Les chaînes de caractères, par exemple, crocodile est une chaîne de caractères. On a la propriété length pour connaître sa longueur. Vous connaissez. Crocodile, Crochette et Peter Pan, étrangement, donnent tous 9. Bon, donc, je ne sais pas s'il y a un sens là dans la numérologie. Par contre, Wendy donne 5. Hein, sa longueur, c'est que 5 caractères. Si j'ai une chaîne de caractères vide, sa longueur est de 0. Ok. Je me suis amusé comme un fou à faire cette slide. Alors, je déclare la variable mot, let mot, qui est initialisée à Wendy. À partir de mot, je peux faire carat 0 pour avoir le W. Quel est le caractère à la position 0? Avec carat 3, j'ai le D, le caractère à la position 3, donc le 4e caractère. 0, 1, 2, 3, 4. Carat mot.length moins 1, j'ai le dernier caractère. Puisque mot.length me renvoie 5, moins 1, 4. Le caractère à la position 4, qui est donc de 0 à 4, le dernier. Ça, il faut connaître par cœur. Comment accéder au dernier élément? Il faut en tout cas surtout pas avoir besoin de chercher sur Google comment on fait. Ça, il faut savoir par cœur comment accéder au premier élément. C'est facile, c'est 0. C'est plus difficile le dernier élément que le premier élément. Mais les deux doivent être connus par cœur. Et aujourd'hui, depuis JavaScript ECMAScript 5, on n'est plus obligé de faire carat. Ils ont simplifié. Rien que les crochets permettent d'accéder au xème caractère du mot. Donc c'est facile. C'est exactement du coup comme en PHP. Et c'est pas tout, il y a plein d'autres méthodes dans la classe string. Je vous ai parlé de carat, mais également indexOf qui permet de rechercher ici le O. On n'est pas obligé de mettre un seul caractère, on peut mettre plusieurs caractères. On cherche un O dans crocodile, il le trouve à la position 2, donc 0, 1, 2. Le premier O qu'il a trouvé. J'utilise last index of O, il va trouver le dernier O, position 4, dans crocodile. Je peux mettre plusieurs lettres, je cherche Rocco, il le trouve à la position 1, donc la position du premier caractère de ce qu'il cherche. Substring, je vais copier un morceau de la chaîne. Crocodile substring 1, 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, Rocco, mais il ne prend pas le quatrième, enfin le cinquième, il ne prend pas le 4, il prend juste de 1 à 4 non compris. Roc. Différence avec substr, substring substr. La même chose, je mets 1, 4, ça me donne Rocco. Là, c'est indice de début, longueur. Donc à partir de 1, donne-moi en 4. 4 caractères à partir de la position. Alors que ici, c'était indice de début, indice de fin non compris. Split, j'ai une chaîne de caractères, j'aimerais que tu la coupes en morceaux, chaque morceau étant dans un tableau. Crocodile, tu splits à O, donc tous les O vont être coupés, et donc j'ai CR, puis C, puis DIL, 3 morceaux dans le tableau. Si tu splits crocodile à tous les O, mais au final tu dois avoir 2 morceaux, il ne va garder que les 2 premiers morceaux qu'il a trouvés, et donc le dernier morceau d'île n'est pas gardé dans le tableau. Est-ce que c'est ça qu'il faut connaître par cœur? Alors ça, vous devez connaître toutes les méthodes par cœur. Les méthodes, ce sont vos outils, comme l'ouvrier à son tournevis, sa clé à molette, etc. Okay. Mais savoir précisément toutes les subtilités, ça peut être dans un deuxième temps. Donc vous devez pouvoir vous dire, tiens, mais avec une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut rechercher dedans, avec indexOf, last indexOf. Il y en aura d'autres, mais commençons par celle-là. On peut copier une partie, substring, substr. On peut couper la chaîne en morceaux, split.
concaténer, vous connaissez déjà. Il faut faire attention à bien mettre un espace pour que ça ne soit pas collé comme ici. On peut éventuellement mettre autre chose dans les espaces, hein, clochette et Peter, donc on concatène avec un espace et espace. Quand il y a des variables, ça prend tout son sens. On a une amie plus espace et espace plus clochette, puisque dans la variable contiendra la chaîne qui va être concaténée. Vous l'avez expérimenté en base de programmation. Ça ne vous lâchera plus. Voilà, c'est un survol rapide des bases. J'ai ajouté un petit peu quelques notions, évidemment, number, math et string, histoire de pouvoir faire des premiers exercices avec des outils qui nous serviront. Ça chauffe, hein, ce local. Je fais un break. Reprise à 15h15. J'en peux plus. Oui. Ah oui. Alors.